Bonjour, je partage une interview ici que j'ai donnée pour la chaîne Origo Interview, à laquelle je vous invite à vous abonner. Vous trouverez le lien de la chaîne en description sous cette vidéo. Origo Interview est une chaîne qu'il nous faut soutenir car elle fait partie d'initiatives de cette nouvelle génération d'acteurs et bâtisseurs du nouveau monde qui mettent en place de belles actions diverses et variées pour que rayonnent la santé, la paix, la joie et l'amour. Merci donc à toi, Gabriel, d'être venu à ma rencontre pour ce moment d'échange que tu nous partages à présent ici par ton art de magicien de l'image. Bien à toi, bien à vous. La plus grande découverte qui m'a été accordée, d'être en contact avec des personnes de grande qualité qui ont croisé ma vie et qui ont répondu à des questions que je me posais depuis toute petite, à savoir le pouvoir justement des fréquences dans notre quotidien, le pouvoir de la musique et plus généralement ce qui m'a toujours interrogée, c'est justement ces paroles qui disent « au départ était le verbe ». Mais en fait, c'est « au départ était le son ». Réellement, parce que en fait, ça a été de découvrir que tout est du son. Tout est son, parce que tout vibre, et que c'est par rapport au spectre auditif de l'être humain qui est réduit par rapport à d'autres animaux, par exemple, ne serait-ce que nos animaux de compagnie, les chiens, les chats, on sait très bien qu'ils ont une ouïe beaucoup plus développée et beaucoup plus grande, avec un spectre beaucoup plus large que le nôtre, et de découvrir à quel point en fait tout est vibrant, tout est sonore et tout est relié et a un impact sur nous, sur tout ce qui est vivant, on va dire, hein, même les plantes, hein, et même les cristaux. Et donc ça a été vraiment pour moi une grande réponse à un tas de questions que je me posais et qui ont fait que ça m'a ouvert une porte, et cette porte m'en a ouvert 3 autres, et ça a été exponentiel, un petit peu comme la spirale de Fibonacci. À chaque fois, ça m'a posé d'autres questions qui ont engendré d'autres questions, et en fait on se rend compte que à l'image de l'univers, c'est infini. Et c'est tellement merveilleux à chaque fois qu'on ouvre, qu'on visite un petit peu ces mondes sonores, et avec évidemment les 2 faces de la médaille, hein, comme tout, il y a 2 côtés, hein, pour avoir un aperçu et un équilibre des choses et comprendre les choses, il y a toujours 2 côtés. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté pour la suite de mon cheminement, même au niveau de scientifique en tant que musicothérapeute, mais aussi au niveau de l'artistique, de l'artiste que je suis aussi. Voilà. Mon parcours, en fait, je chante depuis que je suis toute petite. Je pense même que j'ai commencé à chanter avant de savoir parler. Ça a toujours été une vocation, mais vraiment quelque chose qui était en moi, mais vraiment profondément inscrit. En fait, je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie, jamais. J'ai toujours su que ce serait le chant, hein. D'ailleurs, les souvenirs les plus lointains que j'ai,
que ce soit à l'école maternelle, que ce soit à l'école primaire, j'étais toujours sollicitée pour chanter en classe, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui était... Et ça ne me posait aucun problème, ça ne m'a jamais posé aucun problème de chanter devant des gens. L'école, c'était vraiment pas... c'était vraiment pas un moule qui était fait pour moi. Vraiment, j'ai énormément souffert au sein de l'éducation nationale et de ce formatage qui nous est entre guillemets imposé, hein, qui n'est pas du tout fait, qui ne va pas dans le sens justement de s'adapter à la diversité magnifique des êtres humains. On est tous tellement différents. Donc en fait, pour moi, l'école a été vraiment terrible. Et dès que j'ai pu en sortir, j'ai commencé à faire de la scène, à faire du chant. Ça a été très rapide. Et ensuite, j'ai commencé à donner des cours de chant. Et c'est là, en fait, où vraiment a débuté ce questionnement qui était en moi, mais j'étais tellement happée par cette vie artistique de tournée, de plateau, de scène, que j'avais un peu perdu le fil. Mais quand j'ai commencé à donner des cours de chant, je me suis rendu compte à quel point les personnes qui venaient pour prendre des cours de chant, en fait, j'ai découvert l'aspect, enfin, j'ai reconnecté à l'aspect thérapeutique que peut avoir le chant. Moi, c'était tellement naturel que je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais je me suis rendu compte à quel point la voix était impliquante pour les personnes et thérapeutique dans la mesure où on va demander à quelqu'un de gratter sur une guitare ou de pianoter, il n'y a aucun problème. S'il y a un instrument dans la pièce, même si la personne ne sait pas jouer, elle va se lever, elle va aller, elle va faire sonner l'instrument. Par contre, on va demander à quelqu'un de chanter. Là, on va voir tout l'aspect vraiment impliquant du chant. Et automatiquement, quand il y a quelque chose d'impliquant qui demande un effort sur soi, qui demande à puiser des ressources profondes, eh bien, il y a toujours une magie psychologique, on va dire, ou une magie de développement personnel qui opère. Donc le chant, pour moi, ne peut être dissocié de la musicothérapie. C'est de la thérapie. Après, dans mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à la musicothérapie ? Justement, de donner ces cours de chant m'a fait poser ce questionnement, mais pourquoi le chant est aussi impliquant ? Et c'est ce qui m'a fait découvrir la musicothérapie. Je me suis rendu compte que c'était une activité qui était très jeune. En fait, la musicothérapie date à peu près des années 70, où on va dire où elle a été vraiment mise avec des diplômes universitaires, mis à la portée d'études, en fait. Mais après, on se rend compte que la musique et le son sont antédiluviens, je dirais. C'est vraiment une science qui est très très ancienne et très importante. Et donc, en fait, j'ai décidé, à un âge déjà assez, on va dire, avancé pour faire des études, de reprendre mes études et de faire un diplôme universitaire à la faculté de Montpellier, à Paul Valéry, qui est une des meilleures formations en France avec celle de Nantes en musicothérapie. Parce qu'on est enseigné par des personnes qui sont sur le terrain, et qui sont extraordinaires. J'ai des souvenirs de cette formation vraiment extraordinaire. Et là, une deuxième passion s'est créée parce que, en fait, j'ai encore obtenu d'autres réponses et là, ça m'a ouvert un champ d'application et d'activités extraordinaires scientifiques. C'est-à-dire la science est arrivée, en fait, c'est imbriqué à l'art finalement. Et on se rend compte qu'en fait, tout ce qui va être de l'ordre des découvertes, du scientifique et tout ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être qui est magnifique. Voilà, si on enlève le côté un peu rébarbatif ou qui peut être un peu laborieux, on va dire, de l'étude. Voilà. La musique influence ma vie
à chaque instant. Elle m'a permis de traverser et d'être en résilience par rapport à beaucoup d'épreuves dans la vie. À chaque fois, c'est vraiment la musique et le chant en particulier qui m'ont aidée et qui m'ont apporté cette grande chance de pouvoir faire des épreuves de ma vie à chaque fois une résilience et en ressortir grandi. Alors, pourquoi ça pourrait paraître étrange, mais en fait, je suis sûre que on se rend compte très souvent, tout le monde vit des épreuves dans la vie et pourra peut-être se reconnaître à travers ce que je vais dire, mais très souvent en fonction de, on va se mettre une musique le matin ou on va écouter une musique et des fois ça va tout changer et ça va permettre de relativiser, mais en fait, qu'est-ce que c'est qui change? En fait, ce sont les fréquences de la musique. Alors, il y a les fréquences de la musique, mais il y a aussi la musique a un pouvoir particulier qui va venir toucher à l'émotionnel, à quelque chose d'extrêmement émotionnel. Mais après, ce que je pourrais dire, c'est que moi, c'est un petit peu particulier parce qu'étant donné que c'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement naturel chez moi. On va dire que je suis née avec ça. En fait, toute ma personnalité et tout est bâti vraiment sur la musique, sur le chant, et ça a toujours été pour moi une béquille, des béquilles, c'est en ça que ça a été influencé, et puis que ma vie est influencée au quotidien. Et par contre, alors peut-être qu'il y a un aspect, c'est que je ne pourrais pas vivre sans. Ça, c'est vraiment quelque chose, si on m'enlevait la musique ou le chant, je ne pourrais pas vivre sans. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ce besoin-là, mais moi, c'est un besoin qui est vital. Donc, alors c'est peut-être l'aspect un peu fragile, voilà, de fragilité. Mais c'est vraiment quelque chose qui à chaque instant est présent et vital. Voilà. Le son et la musique sont à la fois reliés, mais aussi on peut les prendre séparément. Alors, quand on va dire la musique, on va penser à l'aspect esthétique. Voilà, donc il y a l'aspect esthétique avec une construction harmonieuse, voilà. Hein, la musique, on dit que ce sont les mathématiques de l'univers. C'est le langage de l'univers. Le langage de l'univers, c'est des mathématiques. Il y a une construction avec des règles qu'il faut respecter pour avoir un certain résultat qui va être plaisant. Bon, après, les goûts et les couleurs de la musique, ça diffère. Hein. Chacun a ses goûts et ses préférences au niveau de la musique, mais il y a vraiment cet aspect esthétique. Le son ne va pas forcément avoir un aspect esthétique. On peut se servir d'un son pour faire de la thérapie, mais ça ne veut pas dire, par exemple, je pense aux sifflets, il y a des sifflets particuliers avec des sons très très aigus qui vont avoir la spécificité de faire vibrer à très très haute vibration, par exemple la glande pinéale, et qui va permettre de décalcifier la glande pinéale. On sait qu'il y a énormément de fluor dans l'eau, par exemple. Hein, déjà, on en donne aux tout petits, dès qu'ils sont soi-disant pour les dents. Mais bon, voilà, le fluor va calcifier la glande pinéale. Donc, il y a des sons qui peuvent être, pour certaines personnes, très désagréables, pour d'autres personnes qui vont même être addictes à ces sons et qui ne sont pas, on va dire entre guillemets, esthétiques, qui vont être vraiment dans cette spécificité. Mais la musique, c'est du son. Mais de toute façon, tout est du son. Parce qu'à partir du moment où tout est fait d'atomes et tout vibre, c'est pas parce que nous on l'entend pas que ça n'a pas un son.
Voilà, donc ce que je peux dire sur la différence entre la musique et le son. Mais on peut très bien mettre du son, des fréquences dans la musique et se servir de la musique en donnant justement cet aspect esthétique qui va être plaisant, tout en induisant un son qui va avoir une action particulière sur un organe ou sur un aspect psychologique qu'on veut travailler, qu'on veut développer. Voilà, tout est faisable. Les effets du son sur la matière, déjà, toute matière est son. Il y a une fréquence qui va être propre à chaque être humain, qui fait qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire on a cet aspect avec des jambes, une tête, etc. Donc ça, c'est la fréquence, on va dire, des êtres humains. Après, ce qui va faire on a un nez comme ça, on a une voix comme ça, on est grand, on est petit, voilà, on a nos spécificités chacun, nos apparences chacun, fait que on va jouer une musique où on va émettre un son qui fait qu'on a cette apparence-là. Voilà, donc si on pouvait entendre la mélodie de chacun, alors des fois, quand on n'est pas très bien, on va dire accordé, comme un instrument, on peut avoir une mélodie qui joue, qui n'est pas très harmonieuse, justement. Mais en fait, on a toujours ce moyen par du travail personnel et puis aussi par des fréquences externes aussi, le moyen de changer cette mélodie et de justement se réaccorder. Alors à travers ça, il y a un tas d'outils que nous, musicothérapeutes, énergéticiens, on utilise pour réaccorder les gens, mais tout vient de l'esprit et donc il va falloir déjà au départ travailler sur son esprit. En dehors de ça, chaque son va avoir un impact sur le vivant et en fonction de ce qu'on va vouloir travailler et en fonction de ce qu'on va vouloir changer, eh bien, on va utiliser telle ou telle fréquence. Ça, c'est une science qui est extrêmement ancienne, qui est un des secrets les mieux gardés au monde. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, qui est en train de revenir en fait avec l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que l'univers est tellement bien fait qu'en fonction du niveau de conscience de l'humanité, on va avoir accès à des informations ou ne pas y avoir accès pour que l'humanité ne se détruise pas. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait détruit. Et donc, voilà, donc là, petit à petit, on est en train de reconnecter à des informations d'un très lointain passé qui sont en train d'être redonnées à l'humanité et pour notre plus grand bonheur, à nous, les musicothérapeutes énergéticiens qui sont vraiment très au fait de ça et qui découvrons avec émerveillement à chaque fois le pouvoir guérisseur du son, mais hélas aussi le pouvoir destructeur du son. Alors, depuis des années maintenant, je fais de la musique en 432 Hz parce que le 432 Hz, alors il y a un tas de théories et de choses qui sont dites autour du 432 Hz, notamment que ce seraient les nazis qui, à la Deuxième Guerre mondiale, auraient décidé de mettre en norme ISO mondiale le 440 à la place du 432, etc. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais seulement je n'ai jamais rien trouvé de documents officiels ou de choses vraiment... Bon, je vais toujours creuser, moi, pour avoir vraiment des informations sur lesquelles on peut être sûr, quoi, hein, parce qu'après on peut dire tout et n'importe quoi. Par contre, ce dont je peux témoigner, parce que ça je l'ai vécu, et c'est une expérience clinique que j'ai, c'est que j'ai fait des expériences avec le 440 Hz et le 432 Hz auprès de patients atteints de maladies de Parkinson, Alzheimer et toute autre pathologie de dégénérescence cérébrale. Et là, par contre, je me suis rendu compte à quel point le 432 Hz était très thérapeutique, très calmant.
très harmonisant aussi au sein d'un groupe, dans la cohésion du groupe, comment des personnes très très agitées, en souffrance mentale et même physique, se retrouvaient apaisées au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de diffusion de musique. J'ai fait tout ça aussi en aveugle pour moi, c'est-à-dire de diffuser sans savoir si je diffusais du 440 au départ ou du 432 sur les personnes pour être sûre, hein, que ce ne soit pas voilà, une illusion de ma part ou quoi que ce soit. Et donc je peux dire qu'avec le recul de toutes les expériences que j'ai menées moi-même sur le terrain, c'est évident. Donc le 432 Hz a une oscillation sinusoïdale qui est très très ronde, très harmonieuse comme ça. Le 440 est plutôt en dents de scie comme ça, et quand on regarde toute la gamme, quand elle est accordée en 440, il y a beaucoup de décimales, c'est-à-dire que c'est bancal, alors que sur le 432, ce sont des nombres entiers. Okay, donc très stable, c'est quelque chose de très stable. Donc, à partir de là, après avoir fait ces expériences en tant que musicothérapeute clinicienne, la responsabilité que j'ai en tant qu'artiste et des fréquences que j'envoie aux gens et de la musique que je diffuse et que je chante, j'ai décidé de ne chanter qu'en 432 Hz pour les bienfaits justement et ce que ça amène aux gens. Et là aussi, j'ai du recul par rapport à ça, en ayant fait pendant des années de la musique en 440 et d'un coup des concerts en 432 Hz, par rapport déjà aux commentaires qui viennent après les spectacles, la qualité d'écoute, l'atmosphère dans la salle. Enfin, bon, je vais écrire un livre là-dessus parce que franchement, c'est un témoignage que je veux laisser parce que là, vraiment, c'est du vécu. C'est pas des théories ou il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et quand on fait des recherches, en fait, on ne trouve pas grand-chose. Et donc, voilà ce pourquoi je fais de la musique en 432 Hz et que là, je viens de sortir un dernier album de jazz, de chansons d'Ella Fitzgerald que j'adore. C'était un rêve aussi que je réalise. J'avais vraiment envie de chanter ces chansons. Eh bien, je les ai enregistrées en 432 Hz et tous les autres albums aussi que j'ai fait, c'était en 432 Hz, même pour des chansons que je chante aussi comme des chanteuses comme Piaf, comme Barbara aussi. Eh bien, c'est très très intéressant de chanter ces chansons en 432 Hz et d'avoir les retours du public après, et on voit que ça ouvre en fait même la conscience sur quelque chose de spirituel. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et je préfère développer le 432 Hz sur une expérience de vécu et de terrain plutôt que sur des théories. Voilà. À la suite de mon diplôme universitaire de musicothérapie à l'université de Paul Valéry à Montpellier, là j'ai été enseignée de la musicothérapie, on va dire, classique. La musicothérapie avec toutes les techniques de musicothérapie active, musicothérapie réceptive, les bandes en U,
tout ce qui est, on va dire, l'aspect psychologique de la musicothérapie. Cette musicothérapie s'inscrit dans les psychothérapies, mais le média, au lieu d'être la parole, comme dans une psychothérapie ou une psychanalyse, on va dire, classique, nous, notre média va être le son et la musique. Pour reprendre, en fait, pour recréer du lien avec les personnes qui sont très inhibées ou qui ont des problèmes. En fait, ça s'adresse à tous les milieux où il y a de la souffrance. Donc, ça peut être en milieu carcéral, auprès des enfants autistes, en EHPAD, auprès des personnes âgées, mais aussi dans les milieux sociaux, les personnes qui ont des addictions, dans les hôpitaux, avec les soins palliatifs, même les personnes dans le coma. Enfin, vraiment dans tous les milieux où il y a de la souffrance et il y a besoin d'avoir un soutien psychologique. Ensuite, après ce diplôme universitaire, j'avais cet aspect que j'avais découvert et mais il me manquait quand même vraiment j'ai compris à travers ces études le pouvoir du son, et il me manquait vraiment d'avoir les moyens et les connaissances de pouvoir agir sur la matière, sur le physique. C'est-à-dire que ça m'avait ouvert des portes, je m'étais renseignée, j'avais beaucoup lu, j'avais fait beaucoup de recherches, et j'avais vu que avec certaines fréquences, il y avait par exemple sur des plantations, quand on envoyait certaines fréquences sur des plantations, il y avait 30% de récolte en plus. Donc tout ça, ce sont les travaux notamment de Yannick Van Dorm qui m'avaient vraiment fascinée. Entre autres, il y a beaucoup d'autres personnes aussi dans le monde qui travaillent là-dessus, sur les récoltes. Et donc, j'avais besoin d'avoir cet enseignement aussi. Et c'est comme ça que j'ai donc pu rencontrer Franck Nabé, qui a des formations de musicothérapie énergétique qui sont extraordinaires, et qui a développé justement dans cette optique-là, pour avoir ce genre de résultats, des outils extraordinaires de fréquences et d'élixirs sonores aussi, que j'ai pu utiliser déjà sur moi, parce que j'utilise toujours les choses d'abord sur moi j'en fais toujours d'abord moi l'expérience avant de les utiliser auprès de mes patients. Et en fait, c'est vraiment des outils qui sont juste magiques, quoi, vraiment extraordinaires. Et en plus, après, évidemment, avec Franck, nous sommes devenus très amis, et je travaille avec lui, je collabore, on fait beaucoup d'échanges, parce que moi, je continue mes recherches, et notamment beaucoup avec des thérapeutes aux États-Unis. Et en fait, on est en pleine expansion et pleine découverte, et c'est exponentiel en fait maintenant sur des maladies lourdes comme les cancers, comme les fibromyalgies, comme tout ce qui va être maladie vraiment qu'on va dire très difficilement guérissables, ou qui vont être chroniques, soi-disant chroniques, et on obtient des résultats avec les fréquences et le son, donc, qui sont de plus en plus bluffantes. Et notamment, maintenant, on peut mesurer la fréquence d'une cellule cancéreuse ou d'un virus, et en envoyant la phase inversée de la fréquence de l'émission de ces cellules ou de ces virus, de les faire éclater. Donc en fait, c'est sans effet secondaire, et c'est vraiment en pleine expansion. Et hélas, évidemment, les pouvoirs de Big Pharma, on va dire, pour ne nommer que dans le monde, sont tellement énormes et présents qu'on peut avoir que des financements pour ce genre de recherche qui sont privés, et sans compter en plus les bâtons dans les roues qu'on a pour ce genre de développement de thérapeutique, quoi. Mais en tous les cas, la médecine, on va dire de demain, mais même
vraiment demain, quoi. Hein. C'est pas d'après-demain ou dans une semaine. C'est vraiment la médecine de demain sera vraiment la médecine du son. Ces outils qu'on a en musicothérapie énergétique, eh bien, à l'image de la façon et cette capacité qu'on a maintenant de mesurer les fréquences, en fait, on s'est rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, que chaque personne, en fonction de sa vibration psychologique et physique, eh bien, quand on arrive à mesurer, par rapport aux recherches qu'ont fait beaucoup les musicothérapeutes énergéticiens, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il y avait des familles de personnes. Alors, je sais que dans les milieux vraiment très spirituels, etc., on dit les familles d'âmes. Bon, moi, je vais essayer de rester vraiment sur l'aspect scientifique. Il y a... En fait, on a une vibration physique de notre corps physique, mais on n'a pas que ce corps physique. On a plusieurs corps autour. En fait, on rayonne sur à peu près 2,50 m. Hein, on a des corps qu'on appelle énergétiques, corps émotionnel, corps mental, etc. Et dans ces corps, en fait, il peut y avoir aussi des impacts, des blessures. Et quand en fait on a une maladie qui arrive, en fait, c'est qu'il y a eu une blessure dans le corps émotionnel, puis ça rentre, ça arrive dans le corps physique, et en fonction du vide énergétique ou de l'endroit qui va pas vibrer, on va dire, dans sa pleine santé dans le corps, eh bien, ça va se déclarer à cet endroit-là. Okay ? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher dans l'esprit, parce que tout part en fait des corps qui sont invisibles, et quand ça arrive en fait dans le corps physique, ça c'est, on va dire, c'est fini entre guillemets. Mais bon, nous on a l'impression que c'est là que ça commence, mais en fait non, c'est que c'est juste là dans le physique on voit qu'est-ce qui se passe, et donc c'est un signal d'alarme en fait, et ça nous donne le pouvoir d'agir. Donc, il va y avoir des familles de personnes qui vont avoir une certaine vibration et qui vont avoir des capacités, des facilités et des difficultés, des choses à travailler dans leur vie, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les points énergétiques principaux, eh bien, ils sont de l'ordre de 7. Et en fait, les notes de musique, c'est 7 notes aussi. Et on se rend compte que, en fonction des capacités, des facilités qu'on a dans la vie, du côté vertueux aussi qu'on va avoir dans la vie aussi, et des défauts, eh bien, ça va correspondre à ces notes de musique et donc à ces centres énergétiques qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir développer, qu'il va falloir... Voilà. Et donc là, vraiment, je schématise, hein, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ce qu'il y a de génial, c'est que quand on sait dans quelle note on est incarné, c'est-à-dire quelle est notre note d'incarnation, eh bien, on va savoir quelles sont les facilités qu'on a dans la vie et les difficultés. Et on va savoir les prédispositions que l'on a et les difficultés, les choses qu'on va avoir à travailler, à développer. Donc, il y a des personnes, par exemple, on va dire quand on est en note d'incarnation d'eau, donc le Do, c'est vraiment le centre énergétique racine, eh bien, ce sont des personnes qui vont être très attachées à la terre, qui vont être vraiment très très écologistes, mais pas les écologistes à la mode, quoi. C'est vraiment des personnes pour qui polluer c'est quelque chose, c'est insupportable, quoi. C'est des personnes qui, si vous les mettez à travailler dans un bureau ou qui sont en ville, par exemple, ils vont dépérir, quoi. C'est vraiment mais quand on ne le sait pas, vous allez avoir des personnes qui vont passer, mettons, leur vie. Moi, j'ai eu le cas d'une personne que j'ai
que j'ai eu en consultation, qui travaillait dans un bureau à la NPE, à Pôle emploi, mais qui était en train de dépérir quoi, depuis des années. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle était entourée, elle avait une famille, des enfants magnifiques, tout allait bien dans son couple. Elle avait des collègues de travail, mais c'était une catastrophe, quoi. Elle était en train de dépérir. Et en fait, cette dame était en note d'incarnation d'eau. Et en fait, elle ne s'autorisait pas, parce que tout allait bien dans sa vie, donc en plus elle avait la culpabilité de elle pas aller bien, donc dans le genre ouais tu as tout pour être heureuse et t'es mal quoi. Voilà, donc, mais en fait elle pouvait pas être bien. En fait c'était pas quelqu'un qui était fait pour être dans un bureau quoi, et surtout pas. Et le fait de trouver la note d'incarnation aux personnes et de leur dire ben voilà vous êtes fait pour ça en fait. Mais ça les autorise. En fait, les personnes, ça leur fait écho, elles le savent de suite. Elles disent, mais oui, c'est exactement ce que j'aime, mais je pensais que, en fait, non, quoi. Mais non, en fait, vous êtes fait pour ça. Et si vous ne le faites pas, il va vous arriver des bricoles, quoi. Faites-le. Et en fait, le fait que le thérapeute dise ça à la personne, c'est comme si on donnait une autorisation. Enfin, cette espèce d'autorité qu'on a un petit peu en tant que thérapeute va permettre à donner à la personne ce déclic. Après, c'est évidemment elle qui va faire tout le cheminement, le faire ou pas le faire. Hein. Tout dépend de... Nous, on dit, ben voilà, on a identifié que votre note d'incarnation, c'était celle-là, et évidemment qu'on va le valider avec la personne. Et la personne, après, c'est elle qui fait le chemin. Donc c'est vraiment en ça que le son, les fréquences, de trouver la fréquence de la personne, ça n'a pas juste dire ben, vous êtes en telle note d'incarnation. Ça a vraiment tout un aspect, un champ de possibilités et d'ouverture qui arrive aux gens et qui les fait aussi sortir un petit peu de ce schéma de résignation. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose, un outil qui est très important, quoi. Je vais le faire très rapidement parce que Franck Nabé, justement, a sorti un livre qui vraiment donne en détail toutes ces découvertes extraordinaires. On va prendre le centre énergétique Racine, donc c'est le centre énergétique le plus bas. Alors ça, c'est donc ce dont je viens de parler. Ce sont des personnes qui ont viscéralement besoin d'être reliées à la nature. C'est-à-dire de marcher pieds nus, d'aller marcher tous les jours, soit en forêt. Vous allez retrouver ces gens qui habitent carrément en pleine campagne ou alors dans des petits villages, voilà, qui ont besoin vraiment d'avoir cette connexion et avec la nature. Alors ça peut être des personnes qui habitent aussi au bord de la mer, hein, d'aller marcher le long de la mer tous les jours, et les animaux. Donc tout ce qui va être vraiment relié à la nature. Ensuite, les personnes qui sont en note d'incarnation Ré, ce sont des personnes qui sont énormément dans l'action. C'est des personnes qui sont un petit peu touche à tout, et souvent on le voit au niveau de leurs yeux, ce sont souvent des gens qui ont les yeux un petit peu avancés, vous voyez, qui sont vraiment dans le faire, quoi. Alors ils ont tendance des fois à se perdre un petit peu parce qu'ils ont envie de faire un petit peu tout, donc ils commencent là, ils commencent là, ils commencent là. Donc en fait pour eux ça va être vraiment la chose d'amener jusqu'au bout leur projet, de rester focus sur une seule chose. Mais en fait, ce sont des gens, en fait, on le voit, hein, ils parlent, ils sont très très sautillants, très dans le faire, quoi. Voilà. Après, quand on monte au centre du plexus solaire, les personnes qui sont en note d'incarnation Mi, ce sont des gens qui sont énormément dans l'empathie. Alors dans l'empathie, je dirais, c'est quand ils sont vraiment bien équilibrés. Parce que sinon, c'est des gens qui ont tendance à se perdre dans les émotions des autres. Ils sont plutôt en sympathie. Et ça va être tout leur défi, justement, c'est au lieu d'être en sympathie, c'est-à-dire quand une personne est triste ou gaie, c'est pas de
on va dire d'absorber comme une éponge la peine ou la joie de la personne, si bien qu'après ils savent plus qui ils sont, hein, parce qu'ils sont tellement en sympathie avec les émotions autour d'eux, des autres personnes, qu'ils se perdent là-dedans. Et donc en fait, le fait d'être en empathie, ça va être de très très bons thérapeutes, parce qu'en fait, ils vont être capables de comprendre l'autre, mais sans prendre en fait, sans dire ben ça m'appartient pas. Ok, je te comprends, mais ça ne m'appartient pas. Donc ça va être vraiment tout le défi de ces personnes, mais c'est des personnes évidemment qui sont énormément dans l'émotion et dans le ressenti. Ils vont rentrer dans une pièce, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est pas bien, ils vont le sentir de suite. Hein, et voilà, donc c'est pour ça que ça fait de très très bons thérapeutes en fait. Ensuite, on monte plus haut, donc on va être dans le centre énergétique du cœur. Le centre énergétique du cœur, c'est les Fa. Les personnes qui sont en note d'incarnation Fa, ce sont des personnes qui vont être de très grands orateurs. Mais des orateurs, je veux dire, mondiaux. Par exemple, on va prendre qui vont avoir un impact sur l'humanité, un Fa, comme Gandhi, Martin Luther King, toutes ces personnes-là. Voilà, donc c'est des personnes avec une très forte aura, très forte personnalité aussi, et qui vont avoir le pouvoir à travers leurs paroles de faire changer le monde, d'entraîner des peuples entiers, voire enfin, l'humanité entière, quoi, hein, d'impacter, vraiment. En bien comme en mal, exactement, en bien comme en mal. Enfin, je veux dire, un Fa qui rentre dans une pièce, tout le monde se tourne. Ils ont vraiment quelque chose, mais qui peut être aussi destructeur dans l'autre sens aussi. Hein. Voilà. Alors à chaque fois dans les aspects que je donne, hein, il y a vraiment les deux côtés. Hein, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours comme ça, les deux côtés. Et alors ensuite, donc on monte, on va être donc sur la note Sol. Alors la note Sol du centre énergétique de la gorge, ça va être aussi, on va être aussi dans le verbe, mais là ça va être plus de personne à personne. Les personnes qui sont on va trouver beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs, de comédiens. Donc c'est des gens aussi qui sont beaucoup dans la parole, mais qui vont être vraiment plus les petits groupes dans l'individualité. Ils ont des fois aussi le verbe assez acerbe. Ils se trompent rarement quand ils disent les choses. Habituellement, il faut les écouter parce qu'ils se trompent pas souvent. Mais des fois, ils n'ont pas la manière de le dire. Donc ça va être un petit peu aussi leur challenge, on va dire. Mais voilà, en gros, ça va être aussi des gens qui sont énormément dans le verbe et pour qui les mots comptent énormément. Quelqu'un qui est en note d'incarnation Sol et qui ne peut pas, par exemple dans un couple, avoir un échange de paroles tout le temps, de savoir où il en est, etc., peut énormément souffrir. Hein. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Ensuite, eh bien, on va monter à la note La, le troisième œil, centre énergétique du troisième œil. Alors, les La sont des visionnaires. Ce sont des grands rêveurs, des grands visionnaires. Donc, c'est eux qui vont... Ils ont des idées, alors ils ont 1000 idées à la seconde, des grandes visions. Vous allez montrer un arbre à un La, ben de suite, il va imaginer toute une ville. Tous les là, en fait, ont été les grands visionnaires qui ont fait les plus grandes inventions, etc. Mais bon, ils ont tendance à rester dans leur... dans leur vision, dans leurs idées de visionnaires. Et eux, leur défi va être de passer à l'action. Donc, un là qui va rencontrer, par contre, un ré, là, ça va bien matcher, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... Enfin, et en fait, toutes les notes comme ça, elles sont en concordance, hein, les unes avec les autres. Hein, parce qu'en fait, comme l'univers est toujours bien fait, si jamais on était tous bien équilibrés dans nos notes d'incarnation, eh bien, on jouerait tous une immense symphonie magnifique, très équilibrée, avec chacun sa spécificité et dans un monde merveilleux, mais vers lequel on se dirige. Hein. Ça, j'en suis persuadée. Voilà.
Et ensuite, on arrive donc à la note Si, le centre énergétique couronne, où là, eh bien, on va retrouver des gens qui sont totalement connectés avec l'univers en ligne directe. Et donc là, on va retrouver toutes les personnes qui ont énormément d'intuition, les médiums, les gens qui canalisent aussi, hein, beaucoup voilà, qui ont des visions aussi, qui voient les personnes décédées. Hein, voilà, c'est toutes ces personnes qui sont vraiment très connectées, on va dire, à un plan vibratoire un peu plus élevé et qui leur donne justement les informations et des perceptions qu'un Do, par exemple, percevra peut-être un petit peu moins. Mais bon, après, tout le monde peut développer toutes les notes. Mais bon, un Do ne va pas forcément être attiré par... voilà, le Do, lui, c'est le terrien, quoi. C'est vraiment la personne qui est assez cartésienne aussi. Hein, voilà. Mais ça n'empêche pas. Hein. Après, on est des êtres verticaux, hein, donc on a une tête, donc c'est vraiment le défi, c'est justement d'être bien connecté à la Terre avec la tête dans les étoiles. Hein. Mais voilà, en gros, c'est aussi les Si de très très bons enseignants. Ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment pas trop répéter les choses. Et puis, ce qui les énerve aussi, c'est quand ils préviennent quelqu'un, qu'ils disent attention, fais pas ça parce qu'il va t'arriver ça, que la personne le fait quand même et qu'elle dit et quand la personne le voit, et ça les énerve beaucoup, ça. Après, c'est souvent, moi j'ai souvent les 6 qui revient, qui me fait un peu rire, c'est que ne me demande plus rien, je t'avais prévenu, tu l'as quand même fait, voilà. Voilà, donc ils sont assez, c'est des gens qui sont assez aussi, qui sont assez sévères, on va dire. Voilà, qui sont assez sévères mais plein de bienveillance, avec toute la bienveillance qui va avec aussi. Alors de mon point de vue, l'humanité, ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de sortir de l'adolescence. Si on prenait l'histoire on va dire de notre humanité, parce que je suis persuadée qu'il y a eu plusieurs races d'humains, hein, je dis bien races d'humains. D'ailleurs, je recommande vraiment le livre de mon ami Guillaume Delage qui s'appelle Le Choix Atlante. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est à nouveau à la croisée des chemins d'un choix qu'on a à faire. Et en même temps, dans une évolution qui pousse et qui vient du fin fond de l'univers et qui ne pourra être de toute façon autrement que vers cette force incommensurable de l'univers qui pousse tout le temps à l'évolution. Donc là, on est en train de sortir simplement de l'adolescence. Jusqu'à maintenant, l'humanité a été dans la provocation. Vous voyez comme est un adolescent dans la provocation. Non, moi je suis la nature a 4 milliards d'années d'expérience sur nous, mais non, mais nous, on est au-delà de la nature, on va lui apprendre la musique à la nature, hein, on va lui montrer comment ça marche. Vous voyez, l'adolescent, comment il est très... très comme ça dans la provocation par rapport à ses parents, par rapport à la sagesse, hein, il se met en danger, hein, à défier la vie. Bien, l'humanité, je pense qu'on a vécu ça jusqu'à maintenant, et là on est en train déjà de vivre les conséquences de ce comportement-là, mais qui, quand on pose un regard sur un adolescent, l'univers, il nous regarde de cette façon-là. Après, on peut l'appeler comme on veut, Dieu, la puissance divine, l'univers. Voilà, regarde comme on peut regarder quand on a eu des enfants, son adolescent, et dire bon, allez, ça va passer, et voir cette projection de l'adulte que ça va devenir. Et c'est ce qui nous arrive en fait, ça. Et quand on sort de l'adolescence, justement, on prend conscience de choses. On découvre des choses, des vérités, des responsabilités. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train d'arriver à l'humanité. Et aussi, on est en train
je reviens un petit peu sur ce que je disais, étant donné que l'humanité est en train d'évoluer sur un plan de conscience, eh bien, on va avoir accès à des technologies qui vont nous permettre d'aller dans le sens justement de prendre soin de la terre, de se positionner aussi catégoriquement à certaines forces qui sont là uniquement justement pour nous faire évoluer. Il faut regarder ce côté-là aussi, parce que si jamais on n'a pas d'adversité et qu'on n'a pas accès à certaines vérités et à certaines choses d'éveil, de se réveiller à certaines choses, ben on ne peut pas évoluer. Si tout est toujours lisse, s'il n'y a pas d'écueil, s'il n'y a pas d'échec, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'évolution. C'est très compliqué sinon hein, d'évoluer quand tout est lisse, quoi. Et justement, quand c'est que le chemin est caillouteux, ben, ça nous permet, quand on escalade, de s'accrocher à des aspérités, justement, pour monter et grandir. Et en fait, moi, je pense très sincèrement que c'est ce qui est en train de nous arriver. Et c'est le grand réveil de l'humanité, mais le grand réveil de l'humanité dans le sens où l'humanité devient adulte et devient responsable d'elle-même, non seulement en tant qu'humanité, mais en tant qu'individu. De se responsabiliser et de sortir aussi de la culpabilité. De sortir de la culpabilité, ça veut dire habilité à recevoir des coups, pour aller vers la responsabilité et d'être habilité à obtenir des réponses. Ça, c'est vraiment très important et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là, assis, à rien faire. Non, il faut être acteur de notre, au quotidien, de ce grand réveil, montrer l'exemple autant qu'on peut le faire. Mais des fois, c'est des petites actions, hein. C'est simplement de faire passer une information auquel on a accès, de rassurer l'autre, parce qu'il y a tellement de gens qui sont perdus, de se demander qu'est-ce qui se passe. Ben, essayer d'avoir la capacité aussi de voir là où la personne en est et de pas d'un coup lui dire des choses qu'elle ne pourrait pas comprendre. D'arriver à se mettre au niveau de la personne et simplement en plantant des graines, en lui posant des questions. Mais voilà, d'après toi, qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce qu'une question comme ça, de renvoyer la question et d'aider les personnes de cette façon, toujours de façon bienveillante et dans l'amour. Alors, on parle toujours de soi par rapport à son expérience et à son vécu. Moi, si j'avais un conseil à donner à une personne qui serait mon meilleur ou ma meilleure amie, ça serait par rapport, revenir sur les fréquences et dire à la personne qu'on a un pouvoir à l'intérieur de nous qui est énorme, immense, dans la mesure où on sort du schéma de victime. C'est-à-dire de se dire que quand il nous arrive des choses terribles dans la vie, d'essayer toujours, même quand on est au plus bas de la dépression, d'essayer d'être en colère. Parce que d'être en colère, c'est de monter un petit peu sa vibration, même si c'est pas top, mais c'est d'essayer de monter un petit peu, on passe un petit grade au-dessus. Et comme ça, d'un pas vers l'autre, essayer de sortir de ce schéma de victime. Parce que quand on essaie de comprendre dans la vie qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive, et qu'on sort de cet accablement, eh bien, on récupère notre puissance d'humain, en fait. Et tout dans cette société nous positionne en victime. C'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute au président, c'est de la faute au système, c'est de la faute à cause, voilà, c'est les impôts, c'est qu'il y a trop de taxes. Vous voyez, tout est fait en fait
pour nous victimiser, nous mettre dans cet état de victime, parce que en fait la victimisation fait perdre la puissance et fait perdre le pouvoir d'être en action et de devenir le maître de sa vie en fait. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je conseille toujours. Alors je dis pas que ça peut se faire du jour au lendemain, parce que quand on a quelque chose de grave qui arrive, la perte d'un être cher, ou on a le droit aussi d'encaisser et de poser un genou à terre quand même, mais le moins longtemps possible, et d'essayer vraiment une fois que la colère est passée, une fois que tout ce côté, on va dire, humain, arrive à être dépassé, eh bien, c'est de reprendre son pouvoir et sa vie en main. Il y a une loi qui est très très importante, dont on ne parle pas souvent, qui est la loi de l'entraînement. C'est-à-dire que, en fonction de la vibration que vous allez émettre, vous allez attirer et vous mettre en fait en alignement avec des événements, des personnes, des choses de la vie qui sont alignées sur la même vibration en fait. Donc en fait, c'est pas qu'il y a quelque chose de mal ou de pas bien en fait, c'est juste une question de comment est-ce que vous vibrez. Comment est-ce que je vibre? Eh bien, ça va être comme une radio. Par exemple, quand on veut se brancher sur une radio, on va aller se mettre sur le canal qui correspond pour pouvoir entendre de façon correcte et d'être sur la bonne fréquence. Donc en fait, tout est question de fréquence, d'alignement, puisque tout est son. En fait, cette loi de l'entraînement fait qu'on va s'aligner et se mettre en résonance avec des événements, des personnes qui seront exactement alignées sur la même fréquence. Et par exemple, quand on met plusieurs horloges dans une pièce avec un tic-tac, toutes elles vont faire le tic-tac différemment. Hein, chacune va faire son tic-tac. Et bien, au bout d'un moment, on va se rendre compte que les tic-tacs se synchronisent. Pourquoi? Parce que le tic-tac, en fait, c'est une fréquence. Et les fréquences, comme toutes les horloges sont les unes à côté des autres, c'est cette loi qu'on appelle la loi de l'entraînement qui fait qu'après, au bout d'un moment, eh bien ça, c'est applicable pour tout dans la vie. Pour tout, en fait. Donc, voilà, je terminerai là-dessus, simplement que vous méditiez sur cette loi de l'entraînement qui fait qu'en fonction de notre état vibratoire, eh bien, on va avoir la vie qui va avec cet état vibratoire. Et ça fait sortir de la victime. Et ça redonne le pouvoir de changer les choses dans sa vie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci. The shadow of your smile when you have gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was born to hide. A teardrop kiss your lips, and so did I. Now when I remember spring, oh, the joy that
leaves.